justement, c'est ce qui a entre parenthèses conditionné l'émission de ce soir de notre premier invité, Meziane Farhani. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est paru aux éditions Chihab et dès la première page, j'ai comme l'impression que vous nous entraînez dans les univers d'un certain Abdelkader Alloula à travers le Gouel, qui est un membre, comment dire, un personnage qui revient souvent dans ces univers et dans ces textes de théâtre. Et là, nous allons par exemple à la rencontre de l'authentique prédiction de Cheikh Al-Arbi Boukensi. Et vous dites, pourquoi je vous parle de Gouel? Parce que dès le départ, vous dites, je vous cite, « Ceci, ô nobles gens, achèvera mes paroles en ce jour de marché qui nous a trouvés en paix. Puissions-nous garder la force, la foi et la joie pareillement. Serrez vos rangs et venez écouter l'histoire de l'authentique prédiction de Cheikh Al-Arbi Boukensi. Tout maître fut un disciple et tout conteur un écoutant. Quelqu'un m'a rapporté cette histoire comme je vous la rapporte. Sachez que c'est un homme de bien, autant que faire se peut, contre les faiblesses de la chair et les misères de l'esprit. Cette histoire, il l'a vécue comme nous vivons ce moment, que Dieu prolonge nos vies et celles de nos enfants. À mon tour, je vous la conte et l'embellis un peu. Sans cela, vous le serez. Rien ne se compterait, jamais. J'y ai ajouté quelques broutilles, de la poussière d'orge, un peu de miel, des détails comme gouttes d'eau, quelques riens pour faire le lien. Ainsi commence cette aventure où vous nous entraînez dans une région qui a pour nom Tejda. Mais où se situe cette région? Vous le dites. Voilà, le village. Vous dites... Alors, ceux qui ne connaissent pas Tejda ont tort aux nobles gens. L'ignorant a d'ailleurs toujours tort, et d'abord d'être ignorant de la plaine du Chélif jusqu'à la côte de Cherchel et Ténès par une route escarpée qui traverse le Dahra sur l'une de ces crêtes où s'entretuent le Sirocco et le vent marin non loin de Nekmaria, où, ne l'oubliez jamais, le colonel Blessy fit enfumer la fière tribu des enfants du vent, là donc où personne ne passe s'il n'a pas l'intention de s'y rendre, là est Tejda. Pourquoi cette région-là et pourquoi avoir utilisé ce derviche pour raconter un peu l'histoire de cette Algérie des années 80? Alors, j'ai pas utilisé cette histoire parce que c'est une histoire réelle. Ouais. J'ai un peu changé. Vous avez brodé. Mais à peine, hein. Sincèrement, j'ai changé un peu les noms par égard aux gens, bien qu'il n'y a rien d'affamant pour eux, au contraire. Mais le village existe, l'histoire est réelle, et j'ai profité de cette histoire pour raconter l'Algérie de cette période. Mais en même temps, c'est une manière d'introduire, parce que c'est une nouvelle, mais comme vous en avez fait le rapprochement, c'est un Gouel, c'est-à-dire un diseur sur un marché qui est en train de parler. Et donc j'ai essayé de raconter cette histoire à la manière d'un Gouel. D'ailleurs, je ne vous cache pas que quand je l'ai écrite, j'étais pas satisfait du tout de ce que j'avais écrit et je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'avais fait beaucoup d'efforts. Et ensuite, je me suis dit, oui, voilà, tu as choisi de parler comme un Gouel, mais tu écris comme un écrivain qui écrit, c'est-à-dire dans la forme écrite. Et donc, j'ai réécrit en 10 ans d'abord. Et j'ai essayé de dire en arabe dialectal, d'essayer d'imaginer comment un Gouel aurait dit cette histoire. Et à ce moment-là, ça a marché. Et en même temps, c'est une manière de dire comment j'écris. C'est-à-dire quand le Gouel, là, il dit cette histoire est authentique, mais bien sûr, si je n'y avais pas ajouté des choses, si je n'y avais pas transformé... Il y a des croyances, vous allez jouer sur les croyances, ouais. La crudité, entre autres, de ces villageois-là. Oui. Oui, il y a tout ça parce que vous écrivez Tejda, rue des Fiers, secrète mais généreuse. Tejda donc n'avait pas de boulangerie. Qu'aurait-elle fait d'ailleurs d'une boulangerie? Vous qui savez les galettes de nos femmes savoureuses et odorantes, tendres et nourrissantes. Ces galettes sans lesquelles aucune sauce ne mériterait sa joie, j'en ai presque parti mon lot à la bouche, sans lesquelles la vie serait un croûton dur et amer, sans lesquelles ne me dites pas le contraire, aucun de nos courageux ancêtres n'aurait pu survivre sur le chemin abrupt des batailles et
de l'honneur. Pourquoi une boulangerie? Dites-moi quand on savait... alors, dites-moi quand on savait les femmes de Tejda savantes en leurs pâtes expertes, en leur cuisson prodigue, en leurs efforts. Que Dieu multiplie leur exemple, mais l'envie aux braves gens est la pire des conseillères. Parce que dans cette région-là et dans ce village-là, il n'y avait point de boulangerie. Vous êtes également dans une écriture assez métaphorique. Oui, il n'y avait pas de boulangerie parce que un cheikh qui était connu pour faire des prédictions avait dit un jour, si un jour une boulangerie ouvre chez nous, ça serait la catastrophe. D'ailleurs, il l'a dit dans les termes que j'utilise. Il leur a dit il a المخبزة الناموس يخرج من الداموس والدنيا تتقلب. C'est-à-dire que le monde... Et le Oued Dammous n'était pas loin de la région. Il est en dessous, exactement. Parce qu'ils sont sur la crête du Dahra. Donc, et à partir de là, effectivement, ils n'ont pas ouvert de boulangerie pendant des années. Jusqu'à ce que... on déflore jamais la fin, ouais. Et vous le savez aussi bien que moi, voilà. Amziane Farhani. Des villages voisins montaient l'odeur des fours modernes et le vent parfois rabattait sur Tejda son insupportable provocation. Nombreux étaient les enfants du village qui travaillaient dans les vallées et les grandes villes du pays. À force de gagner leur pain ailleurs, ils avaient oublié les galettes de leur mère et épouse. Eux, les premiers, parlèrent d'une boulangerie et les femmes les encouragèrent dans cette lubie car dites-moi aux nobles gens que je vois chargés de baguettes de romi, dites-moi en quoi est-il plus sage de payer son pain quand il peut naître chez soi, tel un enfant licite. Et là, on entend encore une fois le Gouel, et à un moment donné, on entendrait presque la voix du saint, du sage, qui dit ô gens de Tejda, vous qui êtes les miens, que la paix soit sur vous dans les parcours des jours. Si une boulangerie ouvrait ses portes ici, du fond de son pétrin, des tréfonds de son four, le malheur surgira, le doute, la peur également. Et dans les croyances et dans certaines superstitions, vous le disiez à l'instant, ces villageois-là ont mis beaucoup de temps à ouvrir une boulangerie. Mais cela dit en passant, chaque responsable ou chaque maire mettait du temps à l'ouvrir par crainte d'une malédiction sur ce village et sur sa famille. Oui. La boulangerie a-t-elle réellement ouvert un jour? Là, on le saura bien sûr à la lecture de l'ouvrage. Pourquoi avoir fait le lien? Parce que là, on est dans les années 80, plus précisément, à quelques mois ou quelques jours, on va dire, des événements d'octobre 88. Parce qu'elle a ouvert, effectivement. Est-ce cela la malédiction s'est-elle réellement réalisée? Elle a ouvert dans la nuit du 4 au 5 octobre 88. Ouais. Et la première fournée a eu lieu dans la matinée du 5 octobre. Et donc pour les gens du village, c'était la confirmation, pas tous, parce que d'autres n'étaient pas crédules quand même. Pour beaucoup, c'était la confirmation de la prédiction du cheikh. Aïe, 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 l'Algérie toujours et encore dans vos univers. Je ne sais pas si la boulangerie rouvrit ses portes et l'on ignore à ce jour si Dammous fut envahi par les moustiques en ces journées de feu, de sang et d'inquiétude. La colère du pays courait sans discontinuer, vomissant les silences. C'est une façon à vous également de raconter cette histoire tourmentée des années 80 à Amziane Farhani, quand je parlais un peu d'écriture métaphorique à un moment donné. Oui, mais enfin, quand j'écris, je n'ai pas un propos... Moi, j'ai fait des études de sociologie, donc je sais ce que c'est qu'étudier. Vous disséquez l'Algérie et l'Algérien. Oui, mais quand j'écris de la littérature, ou que j'essaie d'écrire de la littérature, je ne parle pas d'un propos sociétal ou historique. Je pars surtout d'une histoire, de la chair de la vie, des personnages. J'essaie d'aller... Et c'est eux qui, après, m'amènent vers des sujets qui peuvent être d'un intérêt social ou historique. Voilà. Voilà, donc c'est un peu l'esprit de Abdelkader Alloua qui ressurgit dans cette nouvelle, l'authentique prédiction de Cheikh Al-Arbi Bourkassi, et puis on feuille... pardon. Et puis on feuilletant votre ouvrage, je le rappelle, Les couffins de l'équinoxe, c'est sa dernière production de notre ami Amziane Farhani, parue aux éditions donc Chihab. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre, si vous le permettez, comme deuxième nouvelle, deuxième approche vers les libertaires et les révolutionnaires. Nous allons à la rencontre d'une star, j'allais
pratiquement dire, mondialement connu dans le monde de la culture en général, mais on ne va pas dire qui c'est bien sûr, et dans le monde de la littérature en particulier, qui n'avait envie que d'une seule chose, ne plus être reconnu et vivre une forme de sérénité. Et vous le dites, vous l'écrivez. Il a réussi à traverser le couloir en catimini. La garde-malade est dans la salle de bain de sa femme de sortie, de sa femme de sortie. Et sa femme de pour sortie. toutes. Voilà. Alors, il a réussi à traverser le couloir en catimini. La garde-malade est dans la salle de bain de sa femme de sortie pour toute la matinée. Comme prévu, il allume la lumière des toilettes et referme la porte sans y entrer. L'imposte éclairé au-dessus de la porte fera croire qu'il est encore dedans, le temps de se préparer et de s'enfuir de la maison. Il est quand même arrivé, mais après avoir écrit pratiquement un scénario avec son ami de combat. Mais un vieil ami avec qui... De la Révolution. Oui. En fait, j'ai imaginé ça parce qu'un jour, je pensais très fort à ce grand écrivain et je me suis dit, non voilà, en fait, il y a une amie algérienne qui vit à Paris qui me dit un jour, tu sais, j'étais au resto à côté d'un tel. Ben, les gens sauront qui c'est, et puis ça se devine aisément. Et elle m'a dit, j'étais tellement heureuse de voir ce grand écrivain et tout, qu'elle lui a quasiment sauté dessus. Elle est partie lui parler comme ça, abruptement, en plein resto, et alors qu'il était avec des personnes et qu'il mangeait. Et elle m'a dit, tu sais, il m'a rabroué, il m'a rejeté, quoi. Enfin, pas méchamment, mais... Et je lui ai dit, mais écoute, c'est un être humain. Je lui ai dit, peut-être qu'il était avec des amis qu'il n'a pas vus depuis 20 ans. Je lui ai dit, tu imagines ce personnage qui est connu du monde entier, s'il doit à chaque fois s'arrêter, il n'aura plus de vie. Et je me suis posé la question de ces écrivains auxquels je n'appartiens pas, encore du moins, dit-il avec modestie, qui atteignent une telle célébrité qu'à la fin, ils ne peuvent plus être vus que comme des écrivains. Or, un écrivain, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre. Pour écrire, pour raconter, il y a quand même des moments de vie. Et si tu es coupé de la vie, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux continuer à écrire? Bien sûr, il te reste le stock des souvenirs que tu peux exploiter, mais à un moment, ça peut être soit répétitif, soit pauvre. Voilà. C'est l'opération Folidé qui a réuni ces deux amis, bien sûr, de combat, faut-il, c'est révolutionnaire et c'est libertaire, comme je le disais à l'instant, parce qu'à un moment donné, l'auteur mondialement connu quitte chez lui, déguisé bien sûr, avec l'étroite collaboration de son ami Ramiro, et vous le disiez à l'instant, à un moment donné, il se retrouve dans le taxi, puis également dans le tramway, et le moindre, c'est une écriture assez presque scénarisée à Méziane Farhani, il se rend compte qu'il a des, comment dire, tous les détails de la vie au quotidien, des petits détails, le regard d'une fille, le cartable d'un monsieur, comment dire, le fait de traverser, de voir un élément d'un immeuble, avait une importance terrible, lui dont la célébrité l'a éloigné de tout. Ouais. La solitude, en fin de compte. Eh ben oui, et en fait, lui, il a connu ce bonhomme, Ramiro, que j'ai à moitié inventé, hein. Parce qu'il a eu un ami pendant la Révolution, pendant leurs années de combat et tout, et il vivait dans la clandestinité. Lui est devenu rapidement un écrivain et... Pardon, et il est parti. L'autre a continué. Et il se retrouve, après des dizaines d'années, l'autre vivait dans la clandestinité. Et il peut profiter de la lumière du jour, puisqu'il est libre maintenant, et il a un jardin, il vit comme un... Une petite retraite, mais heureux quand même. Mais heureux. Heureux quand même. Heureux, bien sûr. Et l'autre, qui lui a toujours vécu dans la lumière, parce qu'il est connu mondialement, il est obligé constamment de s'enfermer. Parce que, voilà. Et donc, c'est ce paradoxe que...
la lumière et l'ombre. Et donc, à un moment donné, il retrouve cet ami-là après une opération, comment dire, digne d'un roman d'espionnage. Pendant des heures, les deux amis se retrouvaient pendant des heures. Ils ont remonté d'innombrables seaux du puits de leur mémoire, raclant même la vase du fond, là où les souvenirs lointains du côté de leur enfance ont perdu de leur substance, ne brillant plus que par la certitude de leur existence. Ils ont décortiqué le sens de leur vie, puis le sens de la vie. Ils ont revu ensemble la condition humaine, ressassé leur colère et leur inquiétude, confirmé leur espoir et leur conviction intacts en dépit des adversités. Mais la nuit commençait à tomber, ils ont accéléré leurs propos comme s'ils se croisaient sur le quai donc d'une gare, se demandant chacun, sans le dire à l'autre, lequel des deux serait le premier dans le train de la dernière partance. À un moment donné, on croit que tout a été réellement écrit, tout a été minuté d'une façon extraordinaire. Mais tout s'effondre. Et tout s'effondre où? Eh bien, pas au dernier chapitre, mais aux dernières lignes. Ils se sont retrouvés dans un restaurant, puis à un moment donné, au moment de payer, ce grand auteur révolutionnaire, je le rappelle encore une fois, est allé donc régler la note, et c'est là que le patron lui dit « c'est offert par la maison parce qu'il a en fin de compte reconnu ». Ça a été, je vous ai dit, hein, une écriture très c'est aussi très scénarisée. C'est aussi une nouvelle sur la vieillesse. Comme je suis, parlez de partance comme également. je suis candidat à la vieillesse, stagiaire de la vieillesse, si on peut dire, c'est quand même une question. Et parce que voilà, il y a cette question qui tourne aussi, notamment dans la question des dernières fois. Il se dit, quand est-ce que, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il se dit, tiens, c'est peut-être la dernière fois. Est-ce que c'est peut-être la dernière fois? Et donc, c'est... Voilà. Et là, nous abordons une autre nouvelle qui a pour titre « Le criminologue habite au 21 ». Nous allons à la rencontre, nous sommes réellement dans, comment dire, dans cette Algérie des années 70. Vous en parlez bien sûr, Baba Cool, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas réellement dans quoi on est. C'est à la lecture de cette nouvelle que nous approchons un peu plus. C'est à Toulouse que ça se passe. Oui, d'accord, mais je veux dire que cet Algérien vit à Toulouse. On écouterait presque la voix de comment il s'appelle déjà, de Claude Nougaro presque. Hein, et cet étudiant en criminologie habite à, comment dire, un taudis presque, hein. Mais ce taudis-là... Un taudis magnifique. Exactement, tout à fait. Vous l'avez magnifié, vous l'avez magnifié. Non, parce que c'était un ancien monument, enfin un hôtel particulier du 15e ou du 16e siècle, mais qui avait été abandonné et squatté par nos frères. Vous le dites, hein, selon Hassan, la bâtisse a été abandonnée par ses propriétaires. Certains les disaient morts, sans héritier. Il avait été question de détruire la demeure et les promoteurs immobiliers avaient vite affiché leurs prétentions. Une association de défense du patrimoine, arguant que ce bout de quartier était classé ou en voie de l'être, promettait de découvrir quel hôte illustre y avait vécu. Il devait bien exister un écrivain, un inventeur ou une grande courtisane qui avait passé ne serait-ce qu'une nuit. Finalement, rien ne s'était fait. Ni la destruction, ni le classement de ce patrimoine, contrairement à ce qui se passe malheureusement chez nous, cela dit en passant. Alors, le criminologue habite au 21. Alors, petite remarque. Allez-y. Le titre, je l'ai emprunté. Parce que si vous ne connaissez pas le roman, vous connaissez au moins le film L'assassin habite au 21. C'est un classique. Hein. C'est un classique de André Stanislas Deman, qui est un maître incontesté, mais méprisé, je trouve, du genre policier. Et j'ai repris le titre parce que par hasard encore, j'étais bien au numéro 21. Et le bonhomme était criminologue, donc j'ai inversé. Voilà. Enfin, il était étudiant en criminologie. Et ça l'a beaucoup aidé à un moment donné. Hein, lorsqu'il y avait la descente des policiers pour, j'allais pratiquement dire, ramasser... et les rafler. Voilà, exactement. Alors, pourquoi les apparences devraient-elles être toujours trompeuses? Cet homme était manifestement droit. Autour de lui flottait la bonté parfumée des vieux livres de lecture. Il ne pouvait que s'appeler Hassan, le meilleur. Et nous étions en une année où
l'indolence de vivre, caresser les façades de briques roses de Toulouse, tel un vent tiède et dilettante. Alors Hassan, en fin de compte, vous nous le présentez, tout simplement, c'est un garçon presque insignifiant, cela dit en passant, très intelligent aussi, hein, qui a... Très bon. Excellent même, excellent. Très très bon aussi, je dirais, de bonté, générosité. La bonté personnifiée presque. Générosité, oui. Ouais. À son arrivée à Toulouse, Hassan logeait à droite et à gauche et s'escrimait sur un dossier d'inscription à la cité universitaire. Il vivait de petits emplois temporaires, le principal étant la lecture de romans à un aveugle fortuné, activité assez rentable, car l'homme s'endormait vers la 10e page. Un jour, dans un café, un compatriote, lui demanda de lui rédiger une lettre. Et pourquoi Hassan refusa d'être payé, hein? Donc, ce pourquoi Hassan refusait d'être payé. Reconnaissant, l'homme l'emmena au 21 et lui offrit une chambre sans autre procédure, puis son hôte généreux disparut sans crier gare. Et c'est presque ainsi qu'il s'est approprié l'endroit et l'espace. Ouais, comme les policiers, quand ils venaient le rafler, les indus occupants, comme on dit, lui, il se retrouvait avec eux en cellule. Mais comme il avait comme professeur un des patrons de la police de Toulouse, et donc à chaque fois, on le faisait sortir. Mais comme il montrait sa carte également, on lui disait, moi je suis étudiant en criminologie, donc ils lui ont dit tout simplement, on va bientôt collègue, cela était en passant, si vous ne rentrez pas chez vous. Ouais. Ça c'est vrai, hein, il me l'avait raconté. Hein. Et j'espère qu'il verra cette émission, parce que je l'ai perdu de vue. Et on va dire à bon entendeur, depuis alors. Depuis le siècle dernier, donc. Et donc, si je le retrouve, ça me ferait grand plaisir. Et Hassan était un fin observateur, parce que vous l'écrivez, ce jeune étudiant en criminologie, à la page 220 de votre ouvrage, je le rappelle, Les couffins de l'équinoxe, c'est paru aux éditions Shihab. Vous écrivez, Hassan était l'observateur privilégié de cette transhumance aux saisons particulières. Il avait fini par renoncer à son premier sujet de thèse, une sorte de système d'analyse des dépositions en garde à vue, pour se pencher sur les tentations délinquantes de la population d'immigrés clandestins. Pendant ses recherches, il se trouvait sans cesse écartelé entre les rigueurs de la science, astreinte au plus grand détachement, et son implication dans les petites misères et les élégances d'âme de ses locataires. Grand chamballant de ses destins sans carte de séjour, il assistait à l'enthousiasme des arrivées et constatait son amenuisement au fil des jours et des conjonctures toujours défavorables. Il est devenu presque leur père à un moment donné, et c'est la raison pour laquelle ces gens-là ont décidé un jour de le marier. Ouais. Ils ont pisté une étudiante également, parce qu'ils avaient l'image du père et il leur manquait l'image de la mère. Ouais. Absolument. Et cela malheureusement n'a pas marché. Non, malheureusement... Mais c'est marrant, je veux dire. Mais à travers, parce qu'à un moment, Hassan se retrouve en Algérie, hein, lorsque l'avion avait dévié pour des perturbations atmosphériques, le commandant de bord leur a dit, et là, nous traversons Toulouse. Non, ça c'est moi, le narrateur. Le fameux narrateur. Qui, qui n'avait pas remis les pieds depuis très longtemps à Toulouse, et la voir comme ça... suite à pas un détournement, un évitement de région. C'était pas un détournement, un évitement d'orage, quoi. Et de la voir comme ça à 10 000 mètres, c'est marrant de voir des lieux de sa vie à une hauteur, je ne sais pas comment ils font les cosmonautes, mais ça doit être assez... La voix du narrateur se colle à celle de Hassan, cela dit en passant, parce qu'ils ont vécu les mêmes périodes, le même chamboulement, cela dit en passant. Et un jour, à la gare routière de Larouat, un vieux fou arpentait la place où le bitume sablé se boursouflait au soleil cuisant. On était en juillet et personne n'osait quitter l'ombre. Lui allait et venait dans la lumière cruelle. Il criait à tue-tête « Toulouse, Toulouse !» Il traînait sur la deuxième syllabe et cela donnait « Toulouse !» Le cafetier m'expliqua que personne ne savait d'où il venait, ni qui il était. Il était apparu un matin et il n'était plus reparti. Il ne disait rien d'autre que Toulouse, Toulouse. Peut-être était-il un des premiers pensionnaires du 21 de la rue des Tourneurs. En tout cas, c'est en anglais que j'entendais sa pauvre litanie. Toulouse, Toulouse, c'est perdre Toulouse en fin de compte, ou voir Toulouse et mourir. C'est pour parler de certaines références cinématographiques. Et puis, je ne pouvais pas refermer votre ouvrage sans
parler de ce fugitif hein, qui n'est autre que Mouloud, cet homme d'un certain âge qui à un moment donné, il y habite bien sûr la campagne, et puis il y a une forme de rituel où il emmenait chaque année pendant le printemps les rations pour ses amis, mais également sa famille, de couscous du printemps. Le couscous du printemps, donc toute une symbolique également. En Kabylie, ouais. Tout à fait. Donc il descend à Alger, il passe quelques jours, puis à un moment donné, il disparaît. Ouais. Qu'a-t-il réellement fait, cet homme-là? Où est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il a réellement fait? On était dans le noir le plus absolu, mais également dans le questionnement parce que on lui prêtait mille et une vies à ce Mouloud, à Meziane Farhani. Non, en fait, c'est un personnage qui a été émigré, qui rentre en Algérie, qui rejoint son village, qui devient paysan et il s'occupe un peu de ses terres et il touche une pension aussi. Et il a une vie très... Et chaque année, pendant le printemps, il y a une tradition. Il emmène donc le couscous du printemps, qu'on appelle Seksou Dries, du moins dans la région. Et il l'emmène aux gens du village qui habitent la ville. Et quand il le fait une fois, il disparaît. Et personne ne sait, il ne rentre pas au village alors qu'il a quitté la ville et tout le monde le cherche. Et personne ne saura jamais ce qu'il a fait pendant ces 10 jours, une semaine à 10 jours, mais comme tout le monde l'a cherché, toute son ancienne vie est ressortie. Complètement. Voilà, donc c'est-à-dire c'est paradoxal comment quelqu'un peut vouloir cacher, à cause d'une semaine de sa vie qu'il a voulu cacher, tous ses secrets sont... Mais on ne saura jamais ce qu'il a réellement fait dans cette... Parce qu'à un moment donné, il sort, c'est comme avant le début du générique de fin, lui-même se rappelle des choses et il sourit. Et là, on devine plein de choses. Vous dites, la mystérieuse fugue eut une conséquence majeure et durable. Elle débloqua les mémoires, il libéra la parole. Alors remontèrent de vieux souvenirs déballés devant les jeunes du village qui, jusque-là, voyaient l'oncle comme un ancien émigré revenu à sa terre, sans autre relief que sa bonne humeur légendaire. Toute autre histoire de l'homme se révéla. Il était beaucoup plus âgé qu'on le supposait, car il avait gardé de beaux restes de sa force et de sa prestance. Qu'a-t-il réellement fait? Est-ce qu'on saura qui est cette... Est-ce que vous saurez, je l'espère du moins, qui est cet auteur qui n'avait envie que d'une petite... escapade pour pouvoir vivre en fin de compte dans une sérénité et dans l'anonymat, des goûts de voyage, de rencontres, des personnages très attachants, ça je vous le conseille, une véritable aventure humaine que nous propose Meziane Farhani dans les couffins de l'équinoxe. C'est paru aux éditions Chihab. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de faire ce vol de nuit sans aucune turbulence, je vous rassure. Meziane Farhani. Et puis le deuxième invité, vous l'avez connu il y a presque 40 ans de cela, lui habité par les voyages également, un grand nomade devant l'éternel, notre ami Halim Zenati, bonsoir. Bonsoir. Donc auteur de plusieurs ouvrages, je le disais à l'instant, il y a des thématiques récurrentes dans votre parcours. Hein. Oui. C'est les enfants, c'est la ville, c'est les graffitis, mais c'est également les arbres. Et les arbres. On n'oubliera jamais Nervure, cette aventure qui vous a fait rencontrer un autre grand poète qui nous a quittés il y a quelque temps, à savoir Oté Ferraoun. Rien à voir qu'Ali Ferraoun, vous me disiez, pour la préparation de cette émission. Des thématiques et surtout d'une forme de correspondance entre Alger et le Brésil. Le Brésil que vous avez visité il y a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Le dernier voyage, il remonte quand même à 2008, oui, c'est ça. Non, mais vous l'avez... Ah oui. Ah oui, vous avez bien longtemps... Oui, bien longtemps, oui. En fait, c'est mon deuxième pays. Oui. Et cette correspondance entre l'Algérie et le Brésil, vous nous l'avez presque livrée à travers Tropique du cancer, cette exposition qui a eu lieu récemment au musée du Bardo. Oui, qui concerne Cuba. Exact, à Cuba, bon, voilà. Il y a cette correspondance... Voilà. Mais effectivement, j'ai ressenti la même ouverture d'esprit chez les Cubains comme chez les Brésiliens. Plus calme chez les Cubains et plus exubérant chez les Brésiliens, qui sont bien fêtards, festifs. En voyant les images de la Coupe du Monde, les ambiances, et j'ai vu les Algériens là-bas faire la fête, comme le font les Brésiliens. Et c'est là où, tilt. Je dis, ces deux peuples sont pareils. Et c'est comme ça que c'est venu cette idée de correspondance qui n'était pas voulue dès le départ. Et voilà, ce plaisir de découvrir ça
Ces photos prises dans les années 80-90, Oui. et ce besoin de revenir vers le passé, de le montrer au présent. Qu'est-ce qui a provoqué cela, Halim Zinati? Revisiter ce passé pas aussi lointain qu'on pourrait croire. Ben, ça a déjà commencé avec le livre que j'ai fait sur les artistes algériens. Ouais. Où en fait, il y en a que j'ai photographié, que j'ai revu après. Je pense par exemple à Idir, que j'ai photographié en 79, et puis je l'ai retrouvé fin des années, plutôt les années 90, plusieurs artistes comme ça que je retrouve, YB. Mohamed Ben Ghattaf, Chezali Sherif Ayad, Saïd Hilmi, et puis tant d'autres. Ouais. Hein. Et Ça puis fait peut-être Boutellah Khaled. C'est une histoire de revenir sur le temps et de voir. Oui, il y a cette histoire de revenir, de repasser voir. Voilà, je ne m'explique pas pourquoi. Ouais. Je ne sais pas. 15 ans, 20 ans après, Oui, vous revenez oui. vers ces artistes-là, ou Oui. certains lieux, Oui. et vous nous les livrez Oui. une seconde fois. Mais ces artistes, quel est réellement le regard sur cette photo prise en 79 et Oui. 99 ou 2019? Bah, ceux qui les ont vus, parce qu'il y en a qui sont devenus, c'est devenu des relations plus personnelles. Il s'est tissé une relation profondément humaine. Voilà, c'est issu. Voilà, il y a je pense à Youssef Boukla, que j'ai connu ici, et puis après il est venu à Grenoble en concert, et puis maintenant, à chaque fois qu'il y a l'ONB qui passe quelque part et j'y suis, je suis chez moi. Je suis Un chez membre, moi avec eux. Je suis un membre de l'ONB. Ouais. Je suis, et j'ai L'Orchestre connu tous National les Barbès. autres. Je suis un membre de l'ONB. C'est chez moi. Quand je rentre dans les coulisses, c'est allez, tiens, bois un café. Ouais. Et puis il y a également cette diva hein, qui habite encore nos mémoires, à savoir Houria Aïchi. Vous avez rencontré en 2003, et puis retour à Alger, et à ce voyage permanent entre le passé et le présent jusqu'au Brésil. Vous êtes revenu sur cette même thématique, certaines ruelles, vous me disiez, il y a ce fil invisible, quand on parlait par exemple du Tropique des Cancers, qui me lie à ce pays-là, et c'est l'un des rares pays où j'aimerais finir mes jours. Exact. Exact. Si malheureusement pour le moment les conditions sont telles que ce rêve il est un petit peu mis en sommeil par rapport à la situation actuelle du Brésil, mais c'est vrai dans la mesure même où je peux dire que je me sens brésilien. Et même des fois dans l'avion quand je parle avec une personne, on parle en portugais et au bout d'un moment je fais une faute de syntaxe. Et la personne se tourne vers moi, elle me dit, mais vous n'êtes pas brésilien? Je dis, si, de cœur. Pas de langue. Pas de langue. Mais vous êtes réellement comme Mziane Farhani, l'auteur de La Trace. Quand on jette un coup d'œil donc justement sur votre parcours, dans les années 70-80, vous avez immortalisé certains endroits et le parcours de grands artistes, bien sûr que ce soit dans la littérature, au cinéma, mais également au théâtre. Mais vous avez été présent par la même occasion à des événements comme l'année de l'Algérie en France. Vous avez porté la voix de l'Algérie. Vous avez montré une autre Algérie qui pensait, qui réfléchissait, qui luttait pour sa survie dans cette décennie noire, cette même décennie qui vous a éloigné de votre ville, Halim Zinati. Tout à fait. Mais pardon. Mziane Farhani. Halim, j'ai eu la chance de le voir débuter. Et on se fréquentait dans les années 80. Et j'ai toujours, début 80, oui, une photo qu'il a faite et qui est d'un point de vue académique formidable. C'est pris sur la porte, c'est une porte d'entrée d'un immeuble du Télémni qui est très design, très moderne. Et à travers, dans le reflet, on voit la coupole du musée qui est derrière et on voit quelqu'un qui descend les escaliers. Et tu parlais de traces. Ouais. Et je ne pense pas que ce soit Halim et moi, ou moi et un tel ou un autre. Je crois que c'est aussi une question de génération. Puisque je suis né dans le même quartier que Halim à Bellecour. Mais tous les Algériens qui sont nés dans ces années-là, que ce soit à Bellecour ou à Tamanrasset ou à Mascara, je veux dire, c'est des gens qui ont vécu enfant la guerre. Qui ont même vécu, oui. Et qui ensuite ont vécu l'extraordinaire joie de l'indépendance avec des espoirs grands comme l'univers. Et ensuite des illusions aussi. Le fameux désenchantement. Et en même temps, le constat que souvent c'est pris pour de la nostalgie
Et c'est vrai qu'il y a parfois des formes de nostalgie qui sont négatives parce qu'elles sont fermées, tout ce qui arrive est nul. Je pense qu'il faut savoir gérer sa nostalgie. Oui, mais c'est notre relativiser, génération, oui. c'est une génération qui a, par rapport à ses traces, aimerait que ces traces soient transmises aussi. Que c'est une richesse qu'on va... Mais vous savez, j'ai eu du plaisir à refeuilleter tous vos livres pour lesquels vous êtes passé ici même, il y a 15 ans ou 16 ans ou presque 20 ans de cela. Et j'ai comme l'impression qu'il y a ce point de départ qui n'est autre que Bellecour. Tout vous ramène à Bellecour, Halim Znati, votre quartier natal. Tout. Oui. Vous avez beau voyager, retour à Bellecour. Voilà le titre d'un ouvrage, Retour à Bellecour. Mais je l'ai encore revécu encore plus. C'était l'année dernière, j'avais rencontré Bouhamidi, donc Mohamed, dans journaliste un café, grand curieux devant l'Éternel. Delala de Bellecour, et c'était un café où il y avait les anciens. Et, voilà. Et là, il m'a appris encore des choses. Il m'a appris même l'endroit où se cachait Aït Ahmed, l'endroit où les gens, les maquisards passaient. Il m'a fait découvrir un autre Bellecour que je n'avais pas connu parce que j'avais 4 ans, 2 ans, etc. Et j'ai retrouvé, on parle de mémoire, et effectivement avec Mohamed Bouhamidi, ça a été vraiment la mémoire de ce quartier. J'ai commencé là-bas. J'ai commencé mes premières photos, c'était Flhouma, comme on dit, c'était le quartier de mon enfance. Et ces mêmes personnes que j'ai photographiées, ils y habitent toujours. Et quand je passe, je dis salut. Je m'arrête un moment, je discute avec. Forcément, ça reste présent. Est-ce que vous êtes réellement conscient que nous avons entre les mains, quand on lit pratiquement tous vos ouvrages, dont Salut l'artiste ou Chronique algéroise, qu'on est réellement dans votre intimité, on est réellement dans les carnets intimes de Halim Znati? Oui, oui, c'est parce que quand je les ai fait les photos, je les ai fait pour moi, sans aucune idée de publication ou de quoi que ce soit. Je fais des photos, même de ma vie privée, mon gamin, je continue à le photographier. 40 années de photos, Halim Znati, vous allez bientôt fêter 40 années de photos. Aujourd'hui, on ne parle Non, je les ai fêtées, c'est fini. 2018. Là, pour 2019, je prépare la rétrospective. Donc c'est un travail qui est assez long. Il me reste encore... une année et demie, où j'ai pas encore trouvé les photos nécessaires, 2006 et 2018, qui a été une année exceptionnellement riche dans mon travail. Mais je me dis, 79, il faut pondre ça. Il faut pondre ça. Mais nous n'avons jusqu'à aujourd'hui, 2019, pas d'espace consacré à la photographie, un art majeur, cela dit en passant, comme le disait si bien Ali Hafiat, que Dieu ait son âme, que nous recevions ici même, qui ne rêvait que d'une seule chose. Oui. Et la ministre de l'époque de la Culture, Mme Khalida Toumi, lui avait promis l'ouverture d'un musée consacré bien sûr à la photo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réellement la possibilité, l'opportunité d'exposer souvent, de revenir? Y a-t-il des manifestations entièrement dédiées à la photo, comme cela en Algérie bien sûr, comme cela a été le cas, comme cela fut le cas plutôt il y a quelques années lors de 2 expositions que vous aviez organisées au MAMA, au Musée d'art moderne et contemporain d'Alger. Où en est-on par rapport à la photo chez nous aujourd'hui, Halim Znati? De Kwasi à Znati, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y a eu une sorte de continuité, elle y est encore, dans la mesure où je me suis rendu compte, je m'en rends compte encore, je le sais, que la nouvelle génération qui pullule, ils sont partout, et ils bossent. Il y a un grand groupe à Oran, ça a été la ville où il y a eu le premier groupe de photographes. Là, ils sont en train de préparer quelque chose. Et puis, il y a eu le groupe des 220. Il y a un groupe Alger qui s'active, qui bosse, etc. Ils ont fait des expos. Une fois même une expo sauvage. Une autre, je crois, chez Madame Wassila Tamzali. Mais quelque chose d'officiel, malheureusement, je ne vois pas. Le seul coin où il y a vraiment la photo qui était à l'honneur, c'était le MAMA. J'ai revu d'ailleurs maintenant la nouvelle directrice du MAMA qui a des idées, des souhaits, etc. Mais il faut que ça soit collectif, etc. Pour ne pas ni choquer celui-là ou l'autre, etc. Je souhaite qu'il n'y ait plus que ça.
Mais bon... Même s'il y a eu des coupures à un moment donné sur lesquelles nous allons revenir. Oui. Amazien Farhani, avant d'aborder d'autres sujets, mais également vos questions et vos réactions sur cultureclub@20tv.dz. Amazien Farhani. Oui, je voulais dire, on a une génération de photographes de post-indépendance, juste après l'indépendance, dont fait partie Halim d'ailleurs. Il y a des gens comme Nasser Mutqan, il y a... Pardon Kamal Khalfallah aussi. Et Kamal Khalfallah, j'allais en parler, qui a complètement disparu et s'est retiré à Djidjel, qui était un... C'est le meilleur photographe. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est le meilleur. C'était... je suis content que tu le dises. Ah oui, je suis photographe, c'est le meilleur photographe algérien. Ah, sincèrement. Ah, vraiment. Il avait fait une expo et dont on ne parle malheureusement plus depuis quelques années. Depuis de très nombreuses années. Sa dernière expo, c'était en 1980, dans le hall du cinéma, le Mougar. Je m'en rappelle toujours parce que ça s'appelait Les Dormeurs. Oui. Et il avait photographié tous les gens qui dorment dehors à Alger. Ouais. Et on découvrait que c'était pas seulement des SDF, c'était parfois des gens qui faisaient la sieste, c'était parfois des gens qui... Et c'était un truc d'une beauté incroyable. Il a disparu. Il y avait Amérouche. Amérouche a été à Transfiguration, qui a été à l'avant-garde. Un livre que je conseille vivement à ceux qui nous regardent. Chez Enag Édition. Son rapport à la peinture et... Absolument. C'est-à-dire, lui, il fait travailler sur les photos, il agissait d'un point de vue graphique et tout. Toute cette génération-là n'a pas assez été promue, reconnue. Et maintenant, nous avons, je me suis marré quand il a dit une pullule à propos des jeunes photographes. C'est un peu fort quand même, mais il n'a pas tort parce que il y en a énormément et énormément talentueux. Vraiment. Mais eux aussi n'ont pas des cadres, voilà. Il y a des espaces qui leur sont consacrés et avoir de la visibilité tout au long. Des fois, ils les inventent. Il y a eu un lieu en haut de la rue d'Idouche, je crois que c'est un ancien marché ou un truc. Ils l'ont envahi, ils en ont fait une expo sauvage à l'intérieur. Qui était superbe. C'était l'ancien Srolflah, je pense. Marché Volta, si mes sont bons. Ils ont fait une expo sauvage. Mais à un moment, il fallait sortir parce que c'était fermé, sinon il fallait monter par la grille. Oui, mais elle n'était pas si sauvage que ça. Mais... Non, quand je dis sauvage, c'est dans le sens positif. Le lieu était sauvage. Mais eux, chacun installé. Mais je dis expo sauvage parce qu'elle n'a pas été permise et c'était dans un lieu... On a déjà les ateliers sauvages et ça ne nous suffit pas. Voilà. Cela dit en passant. Vous allez bientôt participer à une grande manifestation. C'est la Biennale de Dakar, qui est mondialement connue, bien sûr. L'art contemporain, bien sûr. Non, il y a aussi la photo. La photographie également. Ah, toi, oui, bien sûr. Oui, la photo. Voilà. Moi, je pensais que c'était Bamako, non? Non, Bamako, c'est autre chose. Bamako, c'est la photo. Elle n'y est pas tout le temps. Tandis que Dakar, c'est comment dire, une fois tous les 2 ans. Non, pas annuel, biannuel. Et ça concerne tous les arts, mais c'est nettement plus grand. Puis j'ai vu Dakar, c'est une très grande ville et c'est une superbe ville. Et je pense déjà, je prépare ce dossier-là. Et il y a aussi une autre biennale qui est aussi grande, mais peut-être moins connue, mais et j'y étais en même temps, c'est la biennale de Cuba, de la Havane. Mais en fait, l'art, il est partout dans les rues. Mais où qu'on marche... Comme cela a été le cas lors de l'organisation de Fils panafricains en 1969. Vous devez certainement vous en rappeler, Amazien Farhani, mais également Halim Zenati. Bien, nos portes vous resteront toujours ouvertes. Revenez nous voir quand vous voulez. Et nous reparlons bien sûr de ces 2 projets, bien sûr photographiques, 2 beaux ouvrages, l'Algérie, mais également le Brésil, et cette grande exposition que vous préparez. Halim et Zenati. juste avant de finir, le panafricain de 2009. De 89, j'étais petit, j'avais... Non, 2000, il y a eu 69 et 2009. 69. Il parle 69. Je me rappelle d'avoir vu Archichep avec nos musiciens. Et je l'ai rencontré en 2000... c'est plus 2010, quelque chose. Je l'ai revu et il est toujours là. Et il est toujours présent. Et de 69 jusqu'à les années 2000, le même artiste, comme s'il n'avait pas changé.
En tout cas, je peux vous dire que lui a toujours dialogué, questionné ses racines à travers ses compositions, mais également ses approches picturales. C'est notre troisième et quatrième invité pour la rencontre de ce soir. N'oubliez pas, question réaction culture club @20tv.dz. Bonsoir, Amal Amalani. Je rappelle encore une fois, vous êtes Amarni, pardon. Voilà, Amarni. Alors, chanteur, compositeur, plasticien. Je le disais au sommaire de l'émission, Karim Selgoua disait, vous aurez sur votre plateau un artiste complet. Un seul espace de création ne vous a pas suffi. Il fallait que vous élargissiez le cercle et que vous nous proposiez plusieurs lectures picturales, musicales et cinématographiques en même temps. Et vous avez toujours, je le disais à l'instant, questionné vos racines, dialogué entre autres avec l'autre, mais le soubassement ou la fondation première reste votre Algérie. Même si à un moment donné, vous l'avez quitté, là nous sommes à la fin des années 90, en 98, pour parfaire votre parcours artistique en quittant l'Algérie. Bah, ça remonte quand même un bon paquet d'années, Ouais. mine de rien. Ouais, presque 21 ans. Tout à fait, donc on ne se rend pas compte, mais... Ah bon, moi je pensais que tu avais vingtaine. Alors. Merci. Tu t'es sauvé au berceau. Il a touché à toutes les formes d'art et même ses approches cinématographiques lui ont valu des prix un petit peu partout dans le monde. Hein. Bah, dans le monde, c'est un peu grand, mais bon. Vos univers vous ont échappé, mon cher ami. Bah, c'est pas, hein, de toute façon, Oui. tant mieux. Donc voilà, si on revient à l'enseignement, donc j'ai fait l'école des Beaux-Arts entre 92 et 98 à l'école des Beaux-Arts d'Alger. C'est là où Karim Selgoua, justement, Tout à fait, qui était votre professeur à un moment donné. Qui m'a donné cette appellation d'artiste complet. Enfin, c'est un peu lourd, mais bon, j'essaie de l'assumer, d'être à la hauteur, du moins. Donc voilà, c'était une époque qu'on a tous vécue, donc c'était pas facile sur plusieurs plans, mais quand même on a résisté. En particulier après l'assassinat du directeur de l'école des Beaux-Arts et de son fils, vous y étiez dans les années 90. On est de la même génération, on est de la même promo, quoi. Ouais. Donc voilà, et puis après, après les études artistiques, en peinture, précisément. Donc, on a essayé d'y aller ailleurs, en Europe. D'abord la Tunisie, hein. D'abord la Tunisie. Comme c'était pas possible, parce que pour sortir... Mais toutes les portes dans les années 90 se sont refermées, hein. Nous étions réellement isolés dans tous les sens du terme. Difficile, vraiment, on a tout Pourquoi essayé. elles se sont réouvertes Non, justement, j'allais dire ça exactement, parce que... Il y a eu une forme d'accalmie, une forme d'ouverture à un moment donné. On peut même dire un peu pire, hein. Oui. Donc, il faut dire ce qu'il en est. Et puis, on a été en Tunisie où on a vraiment développé pas mal en ce qui concerne en ce qui concerne cet univers artistique, pictural. On va voir quelques-unes de vos créations à l'image dans quelques instants. Donc, c'était une très belle expérience que j'ai vécue avec un ami exactement, Ferdi Hamid. On était de la même promo à l'école des Beaux-Arts. Donc, on avait fait des décorations de parcs zoologiques à Sousse, à Hamamat. Donc on avait fait vraiment une expérience très très riche en termes de rencontres, en termes de réalisation artistique. Puis après, est arrivé à un moment où il fallait avancer plus. Donc voilà, il fallait traverser la mer pour avoir accès physiquement à d'autres cultures, à d'autres formes à d'autres façons d'expression. C'est pour ça que vous dites je porte en moi plusieurs identités. Bien évidemment, en tant qu'être humain, de toute façon, mon identité... elle est plurielle. Voilà, elle est plurielle, mais aussi mon identité que je porte moi, que j'assume pleinement, que j'expose sans complexe, au contraire avec beaucoup de fierté. Donc ça manifeste dans mon travail artistique, que ce soit cinématographique, peinture ou au chant. Voilà, vous parliez à l'instant, il fallait traverser la mer à un moment donné. Moi, je n'oublierai jamais vos compositions dans l'univers d'une certaine Elisabeth Lévry, si mes souvenirs sont bons. Le vrai. Voilà, c'était la traversée, je me rappelle très très bien. Tout à fait. C'est un film qui m'a beaucoup touché parce que c'est un truc qui nous parle. Voilà, qui nous parle. Je me rappelle exactement du jour où j'ai traversé la mer. C'était le 11 novembre 2003. Donc 11-11-2003. Je n'oublierai jamais cette date. Donc il y avait des sensations. Ça vous a parlé?
Bah, c'est normal, on prend un bateau et puis on ne sait pas ce qui nous attend, où on va, et puis, mais en même temps on est content, mais on est un peu inquiet. Mais donc c'est un amalgame de sensations. Et donc, et puis après, quand on vit là-bas, on a aussi d'autres sensations. C'est ce que traduisait un peu ce film, ce qui se passe entre l'entre-deux. Et donc c'est un truc. Il y a également cet exil intérieur et cet exil géographique par la même occasion. Bah, géographique, enfin en ce qui concerne. Même si on est citoyen du monde, voilà, enfin, maintenant, pour certains. Les lieux se ressemblent un peu partout, presque. Quand on se balade à Alger, on dirait qu'on est enfin, dans une ville, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, mais en même temps, il y a quand même cette sensation d'exil, même si on est dans une autre époque, même si les besoins de cet exil diffèrent, bah, mais quand même, il y a cette sensation. Donc voilà, d'où la naissance de cette bande de son, de ce film documentaire. Et puis à partir Mais quelle est votre obsession pour le carré? Une obsession pour le carré qui nous renvoie, comment dire, à l'un de ces courts-métrages oui, tout à fait. Qui a fait couler beaucoup d'encre par la carré, bah, là, ça renvoie exactement. Bah, quand j'étais à Alger, enfin à l'école des Beaux-Arts, j'avais une forme d'expression. C'était vraiment un peu montrer toute cette période noire qu'on a tous vécue avec des images effrayantes, frappantes, et puis avec des... Qu'est-ce qui symbolise ce carré Non, ça, je parle avant de partir. Mais quand j'ai changé de société, disons, d'environnement, j'ai trouvé un peu cette façon d'exprimer cette condition humaine, et ce n'est plus son environnement. Donc il fallait changer un peu de forme d'expression, oui. Disons de façon, quoi, de langage. Et puis voilà, l'obsession du carré, c'est une fenêtre vers un autre monde que je ne sais pas réellement. Donc c'est un autre Vous monde. avez toujours lutté contre, dans vos approches, qu'elles soient picturales, qu'elles soient musicales ou qu'elles soient plastiques, toujours lutté contre cet enfermement-là, contre la stigmatisation, contre le jugement, contre ce doigt accusateur. Vous dites, je suis pluriel dans mes identités, dans mes approches. C'est ce qui vous a réellement permis de scruter de nouveaux horizons, pas seulement dans la musique à travers 2 albums sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants, et dans la musique et dans les courts-métrages, par exemple, l'obsession du carré, mais également les fameuses grimaces de Mona Lisa. C'est tout ça en même temps. C'est des questionnements de l'artiste par rapport à son œuvre. De toute façon, on réalise des choses, mais on n'est jamais satisfait. Il y a toujours des questionnements par rapport à ce processus, par rapport même au fait que ce processus créatif. Donc voilà, ça c'est des questions, l'obsession. Vous êtes un éternel insatisfait, hein? De toute façon, il faut continuer à avancer. Donc si on est satisfait, il y a une certaine forme de stagnation qui s'installe. Donc je pense que voilà, moi j'aime bien ça. Un peu dans la contradiction, j'imagine que ma question va peut-être vous déranger, mais que vous a apporté l'exil aujourd'hui? M'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de choses. De toute façon, moi, c'est quelque chose que je peux conseiller à tout le monde. Aller vers le monde, mais découvrir le monde, même si les frontières se referment, même si les pensées extrémistes aujourd'hui, on les retrouve dans tous les discours aux 4 coins du monde, tout se referme. Parce que la zone de confort te tue réellement. Une zone de confort, c'est la même chose qui se répète, et puis on meurt, et puis c'est fini. Il y a d'autres challenges, il y a d'autres de nouvelles expériences qui c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui nous nourrit. Et c'est ce qui nous fait vraiment vivre. Il faut générer. Regardons juste un petit passage de votre film documentaire et nous reviendrons pour tracer ensemble la dernière ligne droite avant la fin de l'aventure de ce soir. Regardez.
Amarni, tous vos univers se résument à travers ce film d'animation. Musique musicale, vos univers musicaux, vos univers plastiques, mais également votre approche cinématographique. Hein. Tout ça s'est passé dans votre maison. Tout à fait, c'est dans notre maison de Gokhamna, donc bien entendu, là, comme on remarque, c'est une maison kabyle, voilà, donc c'est la Khamna. Mohamed Abouda, il a bien montré la maison kabyle. Qui Mohamed Abouda. Oui, photographe également, et poète aussi. Hein. Voilà. Et donc, voilà, comme on voit, c'est son commentaire, quoi. Donc, c'est une maison qui lance un cri, c'est une identité qui lance un cri, tout simplement. Et mais puis... tous vos univers dialoguent. Encore une fois, je reviens à ces univers. Quand on revient, par exemple, on va en parler dans quelques instants avec notre 4e invité. Dans un titre, par exemple, vous avez intitulé « La spirale du temps ». C'est également ce retour vers les sources, mais plus moderne que jamais. Oui, ben, parce qu'on vit maintenant. Ouais. Mine de rien, on vit aujourd'hui. Mais pourquoi la spirale du temps? Ben, c'est comme un cycle qui revient, de toute façon, même par rapport aux planètes, par rapport au cosmos. Donc c'est cosmique. Cette approche, elle est cosmique et on est des particules cosmiques, donc on en fait partie. Juste un point dans le plan, comme diraient certains grands mathématiciens. Vous disiez par la même occasion, je n'ai aucun complexe linguistique. Je chante en arabe, je chante en anglais, je chante en espagnol, en portugais. Je suis aujourd'hui universel. Et c'est un peu cela que vous a apporté malgré tout l'exil. Bah, l'ouverture, c'est ce qu'apporte. On accepte l'autre, on se fait dans sa différence. Voilà, et c'est tout simplement, c'est la vision contemporaine de l'être humain. J'espère d'ailleurs, de toute façon. Il faut y aller dans ce sens. Amazien Farhani, avant de dire bonsoir à Yasmina Petrovic. Je vais faire vite. Exil, est-ce qu'on peut parler d'exil dans ce cas? C'est ça. Moi, je le fais sortir là volontairement, de toute façon, avec beaucoup de plaisir, avec de l'inquiétude, bien évidemment, quand on mais dit avec exil, beaucoup de plaisir. De toute façon, ça peut être également un choix, Amazien Farhani. Hein. Pas souvent dans la contrainte. L'exil se fait toujours dans la contrainte, alors qu'on peut y aller du... Bon, c'est pas dans la définition du mot, mais généralement, c'est conçu, c'est compris, c'est comme une fuite, comme une obligation. Là, il a fait un choix. Je veux dire, donc, moi, je fais la différence entre les gens qui quittent leur pays et les gens qui vont découvrir d'autres pays. C'est différent. c'est différent. Moi, le type qui me dit je m'en vais, j'en ai marre et tout, pour moi, c'est un type qui n'a aucun projet, aucune perspective, et donc il me dit je quitte. Mais lui, il n'a pas quitté, il est parti vers. Mais non, mais on parlait par la même occasion d'exil intérieur, Amazien Farhani. Il n'y a pas seulement d'exil géographique. Hein. Dans ces univers, il y a également ça. Dans ces textes et dans ça. Je trouve que ce sentiment, il est naturel de toute façon. De toute façon, on ne peut pas y échapper. Mais il nous nourrit en même temps. Donc c'est un sentiment qui nourrit. De toute façon, parlez-moi de votre rencontre avec l'autre. Elle a pour nom Yasmina Petrovic. C'est également dans ses voyages, dans vos pérégrinations, dans votre nomadisme qui a... En tout cas, à travers la musique, j'ai fait pas mal de rencontres et des rencontres très très intéressantes un peu partout. En France, en Inde, j'ai fait un peu aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Là où j'ai pu y aller, j'ai été et ça m'a permis de faire... En tout cas, l'art comme expression humaine, de toute façon. On parlait de cette aventure. Voilà, ça permet d'approcher les gens dans une démarche et un sens très naturel, très, très primitif. Voilà, voilà, tout simplement. Je dis primitif, mais dans le sens péjoratif, dans le sens très naturel, très brut, très... Surtout la musique. La musique, en tout cas, c'est le langage le plus... Lui, il a touché toutes les... comment dire, il a touché, tenté toute forme d'art, musique, picturale, mais également moi, j'aime bien la musique parce qu'il y a elle rapproche. Le rapport instantané, challenge. Donc, ça passe ou ça casse. Donc, contrairement... c'est une langue universelle. Donc, la peinture, il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup d'intermédiaires, mais la musique, on est là et voilà. Donc. Yasmina Petrovic, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous l'avez rencontré une fois, vous me disiez, en Espagne, si mes souvenirs sont bons, et vous me disiez, dès que j'ai écouté sa voix, elle m'a parlé. Oui, j'écoutais sa chanson et je connectais instantanément. Et une connexion immédiate. Oui, et c'est intéressant parce que
normalement, je travaille, je chante comme soliste. Et la question de duo, c'est difficile parce que il y a une dimension et beaucoup de temps ne coïncide avec l'autre voix, avec Amar. Je peux écouter que ces deux voix peuvent créer autre dimension intéressante, mais il y a la même couleur et la même dimension, je crois. Mais qu'est-ce qui vous a le plus rapproché? C'est le texte, c'est la voix, c'est la musique, c'est la composition? C'est le sentiment. Oui, toutes ces choses, je peux sentir et écouter. Et c'est vrai, nous commençons à chanter ensemble. C'est vrai, il fonctionne bien. De toute façon, au début, ça a commencé comme des invitations. Bon, l'invitation au voyage. Voilà, quand il fait son spectacle, et il m'invite pour faire un petit passage. Et donc, moi, quand je fais mon spectacle, je l'invite. Donc, on s'invite l'un à l'autre. Mais pour faire juste... et puis, petit à petit, on rajoute une chanson, et ça a fait un répertoire. Et puis, on s'est dit, les gens, ils adorent ce petit passage dans son concert. Non, mais quand même, vous vous êtes attaqué à un maître incontesté et incontestable du Chabi, c'est l'Anqis à travers Rahel Ghali. Pourquoi ce qsid en particulier? Ça, de toute façon, c'est une très belle chanson. De toute façon, c'est du terroir, du patrimoine qui a été reprise par Matoub Lounas et Tsguirhouli, donc ce qui nous a super bien inspiré. Donc, il lui a donné une autre dimension. Et moi, c'est un thème qui nous parle de toute façon, thématiquement, musicalement. Et puis moi, de toute façon, ça a commencé comme un jeu. Quand je lui ai expliqué, il l'a écouté. Donc, comme en Croatie, il y a quand même plus ou moins les pays autour, en Bosnie. Oui, ils se ressemblent à y a des airs. Des chansons typiques de Bosnie s'appellent Sevdalinka, c'est une chanson comme le fado portugais très intense. Et je peux, écouter ça. Comme on entend dans les films de... Kusturica, c'est ça? Kusturica, oui. C'est cette sonorité. Oui. Et donc, c'est une chanson qui transmet beaucoup si on peut dire, de sensations, de douleur et de nostalgie. Et nous, on a fait cette version. Et si nous vous écoutions Amar Amarni, mais également Yasmine Petrovic, là tout de suite, ici et maintenant? Tout de suite, là, alors on fait cette chanson? Allez, on la fait et on les découvre ensemble. Oui. On y va. Pour vous dire qu'ils ont aboli toutes les frontières et les différences parfois sont prétexte aux rencontres et au partage. Moi j'adore les rencontres, les différences, le voyage. C'est ce qui vous porte. Moi en tout cas c'est super. Il faut casser les frontières. J'aurais aimé que tout le monde ait accès à cette expérience parce que ça permet vraiment de s'ouvrir, de se libérer de certaines choses qu'on pense qui sont essentielles et de valoriser certaines choses qu'on pense qui ne sont pas essentielles. Donc, on change de perspective par rapport à la vie, par rapport à la culture, par rapport à l'humain, par rapport à l'existence. La vision elle-même est parcellaire, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et donc, ça permet d'être léger, d'y aller vers soi-même. Réellement. Allez, abolissons les frontières et écoutons donc Amar Amarni et Yasmina Petrovic. Merci. Faut que je l'arrête quand même. Le temps que vous arrangiez votre guitare, on va revenir à vous, Yasmina Petrovic. Il n'y a pas un titre ou deux titres de la chanson du répertoire algérien qui vous parlent. Il y a plusieurs chansons qui vous ont le plus marqué. Il vous les a fait découvrir à un moment donné. Ouais. Peux-tu dire autrefois? À part la chanson de l'Anqis, par exemple, Rahel Ghali, il y a d'autres textes, d'autres chansons, d'autres interprètes qui vous ont parlé. Invité au voyage. Il y a d'autres chanteurs qui, à part cette chanson, les chansons si on peut dire du patrimoine d'Algérie. Il a traduit dans la même langue. Oui. Il a dit la même chose.
J'aurais pu le dire en espagnol, en anglais. J'ai connu l'autre chanteuse. Bah oui, bah, il y a d'autres. Pardon. Oui, quand je vivais un temps en Allemagne et j'ai connu la musique de Cheb Khaled, la musique de Tchekarimiti Oui. et Idir, bien sûr. Hein, vous nous parlez de monstres sacrés. Cheikh Halimeti était un monstre sacré, même si elle a été oubliée. J'ai fait un concert de Tchekarimiti en Espagne et je dis, oh, incroyable, ces rythmes, ces énergies. Une richesse beaucoup. Incroyablement importante. Oui. On vous écoute parce qu'il nous reste moins de 5 minutes avant la fin de l'aventure de ce soir. Oui. Ok. On y va.
ودي بذلها أجمر كتسيسة محلت حملة أكيد تصدر المودان أجمر كتسيسة محلت حملة أكيد تصدر المودان. Bravo, bravo. La spirale du temps nous a réellement donné le vertige. Merci pour cette invitation au voyage, à la discussion et au débat. Il s'appelle donc Ammar Amarni, accompagné bien sûr de cette voix qui n'est pas une voix, c'est un feu de bois qui crépite dans mes oreilles. Et ceux qui nous regardent ce soir, de Yasmine Petrovic, un grand merci. J'espère vous voir pour une série de concerts.